Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va débriefer l'UFC 308 qui s'est passé hier à Abu Dhabi. Quel massacre, on va en parler, Khamzat, Whittaker, Topuria, Holloway, c'est parti. Quel massacre les amis, quel massacre. Quel combat de Khamzat Chimaev. Toujours invaincu du coup, il a complètement roulé sur Whittaker. En un round il a terminé. Déjà je pensais que ça allait être, une guerre ce combat. Je pensais que ça allait durer longtemps, qu'on allait avoir vraiment une guerre de position, qu'on allait aller au sol, mais que ça allait tenir, qu'il y aurait une vraie rivalité physique. Mais en fait, absolument pas. Absolument pas. Où Chimaev a complètement roulé sur Whittaker. Déjà, j'ai trouvé que il avait dominé physiquement. J'avais l'impression que Whittaker, il faisait tout ce qu'il pouvait, mais que physiquement, il n'était pas du tout au même niveau en termes de cardio, en termes d'énergie que Chimaev. Je trouve qu'il s'est épuisé très vite, Whittaker. Il n'a pas eu du tout la réponse physique attendue aux charges de Chimaev. C'était vraiment une des clés du combat, c'était de savoir qui c'est qui allait avoir, qui pourrait imposer son rythme et sa force. Et clairement, dans ce combat, c'est pas Chimaev qui l'a fait. C'est pas Whittaker qui l'a fait, c'est clairement Chimaev. Au moment où tu vois devant tes yeux qu'il fait cette double leg pour emmener Whittaker contre la cage, le maîtriser, l'emmener au sol, tu sais très bien que ça va être très très long, très très long. Mais à ce moment-là, tu sais pas encore que ça va se terminer aussi vite. Mais une démonstration physique de dingue de la part de Shimaev. En fait, avant d'arriver à son dos, tu sais que là, la pression elle est tellement forte il va pas tenir Whittaker. Mais le pire dans tout ça, c'est pas que physiquement il se soit fait dominer. Tu savais très bien qu'il n'aurait pas pu faire plus que ce qu'il était en train de faire, qu'il était à son max. C'était, c'était le mieux qu'il se pouvait faire. Malheureusement, il y a cette erreur où il se laisse prendre son dos et Shimaev en profite en plaçant une clé au niveau de sa mâchoire. Et d'ailleurs, ça, assez petite interrogation, moi je trouvais à titre personnel qu'il avait tapé beaucoup trop vite. Parce que l'angle de la caméra, j'avais la tête qui avait tourné, je sais pas. Mais je trouvais qu'il avait tapé très 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 vite. Mais quand on voit les images, on voit qu'il tape très vite. Mais quand on voit les photos d'après-combat, où la mâchoire de Whittaker est complètement éclatée, on la voit ensanglantée, il lui manque des dents, sa bouche a complètement bougé. Enfin, c'est un massacre, clairement un massacre. Donc je comprends pourquoi Whittaker a tapé très 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 vite. Et il va avoir du mal à s'en remettre d'avoir pris autant de dégâts de la part de Shimaev. Il faut quand même rappeler que Whittaker, c'est un peu le Dustin Poirier de la catégorie. Enfin, c'est un énorme bagarreur, c'est un puncher, c'est un mec très physique. Mais d'arriver à Shimaev à mettre ce niveau-là au-dessus de la mêlée, bah, franchement, c'est très fort. Il reste invaincu. Il a réussi à le soumettre au premier round sur un combat qui pouvait être potentiellement une demi-finale pour accéder au titre. Franchement, c'est très très fort ce qu'a fait Shimaev et on peut que lui tirer notre chapeau. Maintenant, si on parle un petit peu d'avenir pour Shimaev, la suite elle est logique, elle est simple, elle est limpide. C'est clairement le title shot. L'UFC ne peut pas se permettre de passer à côté d'une star montante comme Shimaev. Je pense que c'est lui le prochain sur la liste. Malheureusement, l'UFC, on le connaît, le Dana White Privilege, avec les combattants américains. Je pense que le combat qui va se faire, ça va être Dricus du Plessis contre Sean Strickland. C'était lui qui était censé être annoncé. Et pour l'UFC, c'est mieux d'avoir des champions américains. Car maintenant, je crois qu'aujourd'hui, il n'y a plus que John Jones. Et John Jones, c'est. Je crois qu'il n'y a plus que John Jones. Parce que je crois qu'aujourd'hui, comme il n'y a plus Sean O'Malley, il n'y a plus que John Jones, il me semble. Peut-être que je confonds, peut-être que je fais une erreur, mais de tête, je crois qu'il n'y a plus que John Jones qui est champion américain. Donc ils veulent promouvoir forcément Sean Strickland. Est-ce qu'on a vraiment envie de voir un Dricus du Plessis contre un Sean Strickland 2? Pas spécialement, je pense que Ramzat roule sur Sean Strickland. Plus de questions à se poser face à Duplessis, parce que Duplessis c'est vraiment une bête physique. C'est un combat qui peut être très très intéressant à voir. Et je pense qu'il se fera, hein. Je pense que Duplessis battra Strickland dans un combat et que ce sera la suite. Mais je pense pas que ce sera le prochain combat à l'instant T, Ramzat Duplessis. Après, l'interrogation qu'on se pose autour de Ramzat, ça va être clairement de savoir s'il va combattre direct. Est-ce qu'on va le revoir dans 4 mois, dans 3 4 mois, ou 5 mois? Ou alors est-ce qu'on va attendre encore un an avant de le revoir? Et là, je pense que ça va clairement diminuer ses chances de title shot parce que je pense que l'UFC ne pourra pas se permettre de se laisser passer une star comme ça sous ses yeux. Euh, Aujourd'hui, il y aura en superstar montante de ces dernières années, on a Topuria, Sean O'Malley et Ramzat en comparaison. Et ils veulent les voir être champions au plus vite pour augmenter leur pay-per-view. C'est des combattants qui font du pay-per-view. Et Strickland, c'est une star aux États-Unis, mais, mais c'est à voir. C'est à voir. Franchement, vraie interrogation, est-ce que le Dana White Privilege va fonctionner? Est-ce que Strickland va avoir ce combat? Ou est-ce que c'est Shimaev le prochain sur la liste?
Bon, après avoir vu ça, on va passer forcément au main event, le combat qu'on attendait tous. Topuria contre Holloway, le Matador contre le The Blessed Holloway. Donc en plus, après toutes les vidéos que j'ai fait cette semaine sur les deux, moi j'étais fond patate, j'étais chaud comme la braise. Et quelle performance d'Ilia Topuria, quelle performance. Je peux donner que mon chapeau sur ce combat. Ce combat il est exceptionnel parce que je pensais que Topuria avait vraiment perdu ses deux premiers rounds, ou alors qu'il y aurait une égalité de 1 partout, mais il était plus proche de perdre ce combat. Mais Holloway fait un super combat, il arrive à repousser la distance avec Ilia avec son jab. Il a pu le toucher pas mal de fois, pas mal de fois. Je crois qu'au deuxième round, il y avait déjà 40 coups pris au visage par, euh, par Ilia. Euh, Ilia d'ailleurs a mis quelques amenés au sol. Moi je m'attendais à ce qu'il aille au sol dès le début, parce que pour moi c'était la clé de ce combat. La longe qu'avait Holloway était vraiment imposante face à Topuria. On l'a vu dans ce combat, il a eu du mal à le cadrer. Il a eu du mal à placer ses coups, on dirait plutôt. C'est pas une légende, on a énormément de mal à amener Holloway au sol. Il s'est relevé très 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 vite. Il a du quoi avoir en temps de sol, même pas 45 secondes, une minute. Enfin, ça a été très 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 fort pour du côté de Holloway sur ce côté-là. Et le seul moyen qu'il y a eu Ilia pour détruire Holloway, ça a été de placer ses leg kicks. Mais la stratégie de Topuria, c'était la même stratégie qu'avait Volkanovski, c'est-à-dire de placer ses leg kicks qui font déjouer son game plan. Donc c'était très, très brillant de la part de Topuria. D'ailleurs, comme j'ai dit précédemment, pour moi il y avait 2-0 pour Holloway ou 1 partout, mais les scorecards des juges n'étaient pas du tout d'accord. Pour certains il y avait 20-18, pour deux juges il y avait 20-18, et pour un il y avait 19-19, donc une égalité. Donc c'était pas du tout nos scorecards. Après on va pas trop parler des juges sur cette soirée, parce que franchement c'était catastrophique à mon sens les résultats qu'ils ont eu sur les premiers combats. Donc je vais m'attarder trop là-dessus. Mais bon, pour moi, c'était 2-0 ou 2-0 ou 1 partout à l'issue du deuxième round. Par contre, par contre, à l'abord du troisième round, Topuria qui se met en mode Matador et qui arrive à casser cette ligne. Et sur un coup, mais il est trop cheaté son bras avant. Sur un coup, il le met en pleine patate de Holloway. Et derrière, tu sais que Holloway il est touché, qu'il est un peu sonné, qu'il commence un peu à reculer. Il avait déjà été sonné, mais il n'avait jamais été mis KO à ce niveau-là. Et le crochet du gauche de Topuria qui emmène Holloway au tapis. Et il termine. Euh, c'était magnifique. Le punch power, le KO power qu'a Topuria sur son adversaire, c'est incroyable. Franchement, je trouve que c'est très 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 fort. Parce que Poirier n'a pas réussi à le mettre KO. McGregor n'a pas réussi à le mettre KO. Aldo n'a pas réussi à le mettre KO. Geji n'a pas réussi à le mettre KO. Mais c'est Topuria qui arrive à le mettre KO à moins de 66. Franchement, félicitations, il n'y a rien à dire. Quelle perf donc de l'avoir mis KO. Euh, Au niveau de l'aura, il prend une dose exceptionnelle. C'est très bien, c'est magnifique pour lui. En revanche, mention de charisme absolu d'avoir placé, de s'être placé au milieu de l'octogone en réel BMF dès le début du combat. Holloway, c'était vraiment pas ça qu'il aurait dû faire. Il n'aurait pas dû le rejoindre. Ça aurait été un massacre, ça serait terminé beaucoup trop vite s'il avait rejoint Ilia au centre de l'octogone. C'est très bien la réponse qu'il a eue, très charismatique, de faire le petit geste du matador. Je trouvais ça très bien. C'est une très belle réponse à une provocation. Et ça montre le niveau des deux personnages. On a eu un combat magnifique en termes de boxe, en termes de pied-point. Ça allait un petit peu au sol, mais ça a été magnifique. Bon voilà, et maintenant on va parler un petit peu de la suite. Qu'est-ce qui pourrait se passer pour Ilia et Max sur la suite de leur carrière? On va en parler maintenant. Bon, déjà on va commencer par Max Holloway. Est-ce que Max va réussir à s'en remettre? C'est une vraie question. On sait qu'il commence à prendre de l'âge, il est encore jeune, mais il a fait tellement de guerres, ça fait 15 ans qu'il est à l'UFC. Est-ce que son menton il va tenir désormais, maintenant qu'il a été brisé par quelqu'un? On sait que c'est très dur de revenir d'après un KO. On l'a vu avec Benoît Saint-Denis, on l'a vu avec José Aldo. Vraie interrogation de revenir après un KO. Donc vraie interrogation autour de ce niveau-là. Est-ce qu'il peut encore sortir une telle guerre ou est-ce qu'il va avoir peur d'aller au charbon? C'est une vraie question qu'on peut se poser. Ça va être très compliqué pour lui. Est-ce que pour lui la suite ça va être donc de défendre maintenant sa ceinture BMF en lightweight? Est-ce qu'il va redescendre en catégorie de poids? Est-ce qu'il va vouloir aller refaire un run pour aller revoir une tentative pour aller chercher une ceinture? Je pense que maintenant il passe derrière la liste avec Volkanovski et Diego Lopez. Je pense que c'est le troisième contender. Donc très très compliqué à mon avis d'aller rechercher cette ceinture. Est-ce qu'il va vouloir monter vraiment et sérieusement chez les lightweight et chercher peut-être une ceinture à Islam, aller chercher un title shot contre Islam? J'ai absolument aucune idée de qui pour affronter. Je ne le vois pas affronter Volkanovski pour une quadrilogie. Je ne le vois pas affronter Topuria Tito. Je ne le vois pas affronter Diego Lopez. Pour moi, ça va être des combats d'exhibition. Soit ça va être un Masvidal en lightweight, en BMF. Soit ça sera un McGregor. Je ne vois pas McGregor revenir. Ce serait un Poirier pour finir la trilogie.
mais je vois pas Holloway accepter. Franchement, vraie interrogation à la suite de la carrière pour Holloway, mais ça me donne envie de savoir ce qui va se passer. Est-ce qu'il va pouvoir faire un 4e run dans sa carrière et revenir au plus haut niveau? C'est envisageable, c'est très envisageable. Il avait fait le combat parfait, il n'y a pas rien à dire là-dessus, je pense qu'il ne pouvait pas faire mieux. Mais voilà, ça arrive et on a très hâte de le revoir. Et pour Ilya, c'est fantastique ce qui lui arrive. Il est clairement, sans aucun doute, le McGregor espagnol. Il est le combattant de l'année 2024 face à Pereira. Parce que battre Volkanovski et Holloway par KO, choses qui ne sont quasiment jamais arrivées. Enfin, il avait pris un KO Volkanovski juste avant. Mais c'est clairement jamais arrivé. Pereira a défendu 3 fois sa ceinture. Face à des adversaires d'un calibre un peu moins élevé que ce qu'a affronté Topuria. Donc pour moi, Topuria, meilleur combattant 2024, c'est clairement le McGregor espagnol parce que ce qu'il dit, il fait. Pour lui, la suite, on va pas se cacher, c'est clairement le Bernabéu en 2025. Il ne prendra pas de date avant, il va vouloir défendre sa ceinture à Madrid. Je pense que ce sera soit face à Volkanovski, soit face à Islam Makhachev. Je pense que Volk mérite sa revanche, ça c'est sûr, il a dépanné l'UFC, Dana White l'a dit, il n'ira pas contre ça. Et Topuria, c'est une deuxième défense de ceinture à aller chercher. C'est fantastique pour l'UFC de pouvoir avoir une nouvelle star montante, un nouveau foyer aussi qu'est l'Espagne pour le MMA, d'aller chercher un stade le plus grand jamais fait, fermé aussi, c'est ça que je pense qu'il les rassure beaucoup, que le stade est fermable. Il y a des relations à aller chercher avec Florentino Pérez, il y aura tous les joueurs du Real Madrid et toutes les actrices espagnoles et latino aux abords de l'Octogone. Ça peut être un pay-per-view exceptionnel, un UFC numéroté exceptionnel. Et il serait bien temps qu'on en ait un de champion français pour avoir une telle carte. Donc je pense que pour lui, l'avenir ira de jeu. Son objectif, c'est les 3 ceintures, on en avait parlé. Moi, je veux le voir chasser Islam, personnellement. Je veux voir un Makhachev Islam avant que Makhachev aille chercher la ceinture des 77. Mais ça pourrait arriver très vite en fonction du combat entre Belal et Shavkat. Et le fait que lui, il affronte Tsarukyan en même temps. Donc voilà, moi, mon objectif, c'est de voir un Topuria Islam. Je veux que Topuria aille chercher Islam. Et en même temps, il doit défendre encore une fois sa ceinture pour être légitime à aller chercher cette double ceinture. Donc voilà, il y a Topuria, peut-être mon combattant préféré du moment. C'est clairement. Moi, j'avais parié un KO 2e round. Finalement, il est arrivé au 3e. J'étais pas très loin, mais je croyais beaucoup en lui. Et j'ai très hâte de le voir au Bernabéu. S'il faut, je pense que je me rendrai sur place. Parce que j'ai clairement envie de voir un UFC dans ce stade mythique. Et voilà, donc un UFC 308 magnifique. On s'est régalé, ça a été un réel massacre. Et voilà, on a toute la semaine un petit peu pour en parler autour de nous. Commencer un peu à parler aussi du retour de John Jones qui arrive très bientôt dans 2 semaines et demie face à Stipe Miocic. On a plein de sujets à aborder, comment l'UFC Espagne pourrait se réaliser, faire cette vidéo sur l'UFC Afrique qui a parlé de Dana White et les potentielles nouveautés qu'il pourrait y avoir dans ces 2 prochaines semaines. Merci à vous de m'avoir écouté, on se dit à la prochaine, merci à vous, à très vite les amis. Shadow grows.